Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc en fait, le sujet de ce qui nous anime aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'IA elle peut accélérer la production de contenu et quel est le rôle de l'humain dans cette chaîne, et de vous montrer un petit peu quels sont les cas qui fonctionnent et comment ça se passe. Donc quelques mots sur Dalim Software. On est éditeur de solutions logicielles. On a fêté nos 40 ans l'année dernière, donc on ne date pas d'hier. On a différents types de typologies de clients, que ce soit des marques, que ce soit de la grande distribution, que ce soit des éditeurs, des agences, des producteurs de contenu. Et ce qui les unit tous, c'est la notion de contenu. Comment créer mon contenu, comment créer mon usine de production de contenu, comment le contrôler et comment le mettre à la disposition de mes équipes. Donc on peut être aussi bien chez des marques telles que ADO, Leroy Merlin, Fleury Michon, que effectivement chez des éditeurs tels que Glénat, là on a vu Marvel, ou des agences telles que Altavia. Et la problématique, en fin de compte, aujourd'hui que l'on a, ce n'est plus de créer du contenu, puisqu'aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de créer du contenu à l'échelle, mais ce qui est important, c'est de ne pas perdre le contrôle. Ne pas perdre le contrôle de ce contenu, savoir effectivement est-ce qu'il est bien en phase avec ma marque, est-ce qu'il va répondre au public que je souhaite avoir, et surtout est-ce qu'il ne va pas tout simplement altérer mon image de marque. Parce que ça peut être très impactant. Mieux vaut par moment ne pas avoir de contenu que d'avoir un contenu qui va altérer votre marque, parce que c'est quelque chose qui va rester très longtemps. Donc dans cette fuite en avant sur la production du contenu, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'IA... Je suis revenu en arrière. Voilà, c'est ça, oui. Il faut que je clique du bon endroit de la souris, je ne suis pas très souris. En fin de compte, on a une augmentation effectivement de cette demande de contenu. Donc ça, ce sont des études qui a été faites. On a les équipes marketing aujourd'hui, c'est produis-moi du contenu. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, une marque telle Adidas avait 3 images pour représenter ses produits. Aujourd'hui, ils sont à plus de 50. Plus de 50, et je ne parle pas des vidéos. Et qu'est-ce qui motive tout ceci ? C'est tout simplement pouvoir adresser la bonne image avec le bon contenu et pouvoir cibler et convertir le plus rapidement tout simplement ces consommateurs. Donc en fait, au niveau de cette fuite en avant du contenu, un des facteurs les plus importants, c'est justement la personnalisation. On parle de plus en plus de personas. Quels sont tes personas ? Comment veux-tu les atteindre ? Et si effectivement je vends une boisson et que cette boisson, je veux l'adresser à des jeunes, je ne vais pas faire la même promotion que si je m'adressais plutôt à des seniors, et plutôt contextualiser en fin de compte la mise en place d'images, de vidéos de cette boisson, ça a du sens. Par contre, si je dis à une IA, fais-moi des images avec cette boisson qui met un groupe, peut-être que je vais me retrouver avec des enfants qui sont en train de boire une boisson alcoolisée, et là encore une fois je serai en dehors. Donc en fin de compte, l'IA va pouvoir, elle est pleine de promesses, c'est la solution pour tout, mais est-ce que c'est vraiment la panacée ? Est-ce que c'est la panacée ? Et on s'aperçoit qu'effectivement au niveau des consommateurs, de plus en plus on a un sentiment de méfiance, où là, les consommateurs veulent savoir si effectivement un contenu a été généré par IA ou s'il est vraiment authentique. Et ça, c'est super important, parce que au niveau de ce contenu généré par une IA, si on n'exerce pas ce contrôle d'une manière avérée, d'une manière fine, on a des résultats qui sont très mauvais, qui peuvent être très très pénalisants. Donc quand on regarde au niveau de l'IA ce qu'elle nous permet de faire, elle nous permet effectivement de générer du contenu, et là à peu près tout type d'IA. Par contre, ce contenu, est-ce qu'il est bien en phase avec ma marque, avec la ligne directrice éditoriale que j'ai de ma marque ? Est-ce que ce contenu est aussi de qualité ? Parce qu'effectivement, il peut répondre à certains critères, mais s'il n'est pas dans la bonne qualité, je vais peut-être avoir des doutes sur un vêtement. J'ai bien une image qui a été faite, mais est-ce que c'est la bonne couleur de mes vêtements ? Et plus directement,
quand je vais le diffuser, comment ça va impacter mon marché. Donc le problème aujourd'hui de l'IA, moi je fais souvent cette comparaison, c'est pas l'IA en elle-même, c'est le fait en fin de compte qu'il faut pouvoir l'insérer dans un workflow. Très souvent dans les entreprises, quand on demande aux collaborateurs, vous faites de l'IA, on a une équipe IA qui est dans un coin qui s'en occupe, et ce sont des équipes qui sont un petit peu découplées des outils actuels de production. Et ça c'est d'un point très négatif et très impactant, parce que quand on découple l'IA d'un processus, on l'interrompt. C'est un petit peu ce que l'on a vécu, je dirais, dans la production de contenu. Aujourd'hui, on dispose tous d'outils, de solutions qui vont permettre d'accélérer, mais au niveau de l'IA, si celle-ci n'a pas été mise en place dans le workflow, si celle-ci n'a pas été intégrée dans la chaîne de production de contenu de toute l'usine, alors on a une discontinuité. On a une discontinuité déjà dans le temps, mais on a aussi une discontinuité au niveau du contenu, de la valeur de ce contenu, parce que ce ne sont pas les mêmes équipes, et est-ce qu'on va avoir effectivement la même gouvernance. Donc aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est, on va vous donner quelques exemples de ce que nous, en tant qu'éditeurs, on voit qui fonctionne, qui a été mis en place dans différents environnements, et ce que l'IA apporte vraiment comme accélération. Je vais laisser la main à Florent, qui est lui responsable de projet chez nous, et qui va vous donner un petit peu justement ce contexte et voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions avec l'IA et comment on peut la contrôler de manière à avoir des résultats qui soient probants et surtout qui soient efficaces. Merci Isabelle. Donc Isabelle est passée super vite. Moi je reviens sur le slide d'avant. Celui-là. Là. Quand vous avez tous utilisé des IA, le souci c'est que ce que vous faites là, c'est pas très cadré, vous y mettez 10 fois pour reproduire quelque chose. Et puis, c'est difficile d'avoir le bon style, c'est difficile d'avoir le même résultat d'une fois ou l'autre, déjà. Donc, c'est compliqué. Deuxième chose, les résultats, ils sont pas modifiables. Aujourd'hui, le dernier chat GPT, le GPT 5.5, il est fantastique. Il vous fait une affiche en 2 secondes d'une qualité professionnelle fantastique. Un dirigeant, il va vous dire, non, mais j'ai plus besoin de graphiste. En fait, si, parce que dès qu'il y a une petite correction, c'est impossible de refaire la même chose et c'est très compliqué à modifier. La qualité technique derrière, si c'est une image, c'est presque pas imprimable chez un imprimeur. L'imprimeur, il va un peu vous dire la définition, c'est pas correct, les couleurs, c'est pas correct, les photos, le détourage, on n'en parle même pas. Et en plus, c'est complètement déconnecté de vos outils interne, c'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir la bonne donnée, la bonne photo, le bon angle, la bonne taille du produit par rapport au décor. Donc ça peut être complètement faux. Faut faire très attention à utiliser l'IA sans cadre, et c'est ça qu'on va essayer de vous présenter dans les solutions. Donc je repasse un petit peu sur les slides d'après. Désolé. Mais je trouvais ça important d'insister là-dessus. Donc, pour que ça marche vraiment, il faut 3 conditions. Déjà, l'IA, c'est sur des tâches précises. On appelle ça un prompt system, je ne sais pas si vous en voyez. Mais on définit une fois pour toutes un certain cas d'usage et on lui définit les bornes et qu'est-ce que doit faire exactement. J'ai mis les YMCA. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous une casquette. Ils ont chacun un rôle. Tout le monde sait que YMCA, c'est complètement du fake. Mais ils ont chacun endossé un rôle, une casquette. Et donc votre IA, chacune de vos IA, elle aura une casquette spécifique. Celle-là, elle sait faire des images, celle-là, elle sait faire des vidéos, celle-là, elle sait faire des photos produits. Deuxième chose, il faut qu'elle soit intégrée au workflow de l'entreprise, qu'elle marche main dans la main avec les humains qui sont dans le système, et qu'eux, ils soient informés de ce que font les IA, que les IA soient informés de l'évolution du projet. Et surtout, il faut l'humain qui valide en bout de chaîne. À la fin, il faut le sage, l'humain qui va... c'est Fort Boyard pour les jeunes. C'était quelqu'un qui vous donnait le prix à la fin des épreuves. Et donc, il faut un humain à la fin qui va vraiment regarder la chose. On ne peut pas vraiment faire confiance à l'IA. Ça reste un automate. Alors, 3 cas concrets. Premier cas concret, que vous avez certainement déjà vu, c'est l'auto-tagging. Alors l'auto-tagging, on a pris comme exemple ici un pilote automobile qu'on sponsorise, qui s'appelle Kevin Petit,
qui est un Alsacien. Alors nous, on a une société allemande juste à côté de l'Alsace. Et il est champion de France de prototype P1. Et il est bien placé pour l'année prochaine. Et donc, on a eu beaucoup d'images à taguer de chez lui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'auto-tagging d'assets avec de l'IA? Déjà, on va permettre de créer ces tags par de l'IA. On va analyser l'image pour avoir différents moods. On va voir ça après. On va utiliser plusieurs IA, peut-être. Donc, typiquement, une IA pour la photo, une IA pour la vidéo. Enfin, nous, notre expérience, c'est que Gemini est le meilleur pour la vidéo. Et à côté de ça, pour la photo, vous prenez Qwen, qui est gratuit, ou ChatGPT, qui est payant. C'est quasiment équivalent au niveau des résultats. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir switcher selon le budget qu'on a, ou vraiment, il y a différentes casquettes. Quand je vous parlais de casquettes avant, là on a 2 casquettes pour 2 IA différentes. Et qu'est-ce qu'on lui a fait faire? On lui a fait faire la détection des marques. Alors, moi je trouve ça très pertinent comme outil. Ici vous avez sa voiture de sport. Sa voiture de sport avec tous ses sponsors. Voilà, ces sponsors qui apparaissent plus ou moins. Et donc là, ça fait des tags. Et en fait, ces tags-là, c'est comment on reconnaît ces tags? Et en fait, on a formé l'IA à reconnaître les tags de façon à ce que quand on a le Soul-sous-Forêt, je ne sais pas si on le voit là, le Soul-sous-Forêt, en fait, c'est le Leclerc de Soul-sous-Forêt, c'est un bled en Alsace. Et quand on voit ce logo-là, ça veut dire Leclerc. On a pu lui expliquer ça. Et c'est ça, en fait, former une IA, c'est lui dire, voilà, quand tu vois ceci, c'est cela. Alors qu'il ne peut y avoir aucun rapport. L'arbre de Soul-sous-Forêt, ça n'a pas un rapport avec Leclerc. Il a fallu qu'on lui apprenne que c'est ce supermarché-là qui avait sponsorisé la voiture. Et ainsi de suite. Dans tout ce qu'on fait, il faut essayer d'être IA agnostique. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Anthropic là, et le modèle Fable qui a été arrêté au bout de 3 jours. On n'est pas à l'abri que demain, les IA elles s'arrêtent complètement. Donc il faut vraiment faire attention à ce que quelque chose qui marche avec une IA, on puisse le faire avec une autre. Et si possible, on va le faire en local, dans l'entreprise, si on peut le faire. On va en reparler. Donc ça c'est le premier exemple, le tagging automatique. Toutes les IA, aujourd'hui tous les dames le font. Quand on le fait avec une IA, c'est super intéressant de le former. Deuxième cas, quelque chose qu'on vous présente en avant-première, c'est le contrôle qualité automatisé. Le contrôle qualité, c'est quoi? C'est d'avoir une checklist qui va nous produire un document. Et la différence, c'est que là, on va pouvoir complètement l'automatiser avec de l'intelligence. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans cette checklist, on va faire des contrôles techniques, donc des polices, des couleurs, des formats, les résolutions. Ça, c'est l'expertise d'Alim. C'est pour ça qu'on est très bon et qu'on existe depuis 41 ans. Et avec de l'analyse d'IA. Donc là, on va pouvoir repérer les logos, les textes, la conformité avec la marque, et pourquoi pas l'orthographe ou les traductions. Comment ça se passe? Eh bien, on a une checklist qui est programmé, ça c'est un vrai écran d'Alim Fusion, où on voit, désolé c'est en anglais, on va vérifier l'indice de recyclage, le logo de recyclage, les ingrédients, les codes barres, les QR codes, les logos et le braille. Et en plus, on va choisir dans les paramètres donc, de cette vérification la réglementation qui s'applique. Est-ce que c'est la réglementation européenne? Est-ce que c'est la réglementation américaine? Est-ce que c'est la réglementation suisse ou autre chose? C'est très différent. Le Brésil, par exemple, a des réglementations très différentes de l'Europe. Et donc, les mêmes choses que vous allez contrôler, vous n'allez pas les contrôler de la même manière. Donc, on peut agir là-dessus. Alors, comment ça se passe? Vous allez voir que c'est très simple. Donc, alors, petite démo d'Alim ES. On crée un projet. Voilà. Il y a une vidéo qui dure 3 minutes. Au moins, comme ça, vous voyez notre logiciel. Donc, on crée un projet, on met une deadline pour que ça s'insère dans un workflow et que ça fasse des rappels automatiques au chef de projet si ça ne va pas. Il y a le workflow qui se crée, donc on le voit sur le côté, et on va promettre notre premier document qui est le brief. Alors, qu'est-ce que c'est le brief? Le brief, c'est un document Word. Document Word très, très simple, avec des tags. Vous voyez ici, général, produit, contenu, ainsi de suite. Ce brief qui est assez formaté et qui est facile à faire. Ce brief va venir dans le système, il a été digéré par le système, on est à l'étape d'après, on va mettre notre document. Après, on pourra mettre plein d'autres documents une fois que le brief est là, dans toutes les langues par exemple. On met notre document, donc artwork, en anglais ça veut dire packaging. Le packaging, c'est ce qui est de plus compliqué dans la production. Donc là, on a notre packaging qui est une boîte en carton pour emballer une bouteille. Et on va donc lancer notre checklist sur la vérification de tous les documents. Ici, il n'y a pas de réglementation particulière qui s'applique. On y va. Et donc là, ça va mouliner.
Alors j'ai un peu accéléré la vidéo, dans le cas réel c'est 1 minute. On va utiliser des mécaniques et aussi des IA pour contrôler plein de choses. Il y a plusieurs IA qui se sont mis en branle là-dessus, dont ChatGPT et dont une IA interne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le système va rajouter lui-même des annotations. Alors ces annotations, c'est la fonction de base de DALL-E, hein, normalement on les fait à la main. Et bien là, c'est l'IA qui va les mettre et qui va, sur chacun des points du brief, détailler ce que c'est. On a au départ déjà un gros rapport global qui s'affiche dans le coin en bas à droite. Et on a le détail, point par point, de tout ce qui a été vérifié, de tout ce qui a été corrigé. Alors, je vais zoomer sur 2-3 choses après. Voilà, donc si on zoome un petit peu sur 2 choses, les textes et les ingrédients, ou les capacités nutritionnelles. Et bien là, on voit qu'il n'a pas pu détecter un mot qui était biosphère, qui était demandé dans le brief, il n'est pas là. Donc il a pu lire le texte un peu partout sur le packaging, il n'a pas trouvé. Après, il a trouvé l'endroit où il y avait les ingrédients. Et là, il voit que tout est OK, sauf les 2 dernières lignes. La quantité de fer n'est pas juste, la quantité de chlore après n'est pas juste. Donc c'est vraiment des toutes petites lignes qu'il faut arriver à détecter. Et c'est pas quelque chose qui a été programmé. On lui a pas dit les ingrédients sont ici. Il les a trouvés tout seul. C'est ça qui est magique avec l'IA. Et derrière, on a pu contrôler aussi, détecter les codes barres et les vérifier. Donc là, la détection, c'est fait par une IA. La vérification, c'est fait par les outils d'Alim. Et détecter le logo. Ici, il a détecté que c'était le bon logo, donc le logo qui est le Moebius P1. C'est spécifique à cette bouteille plastique-là. On a bien ce logo-là. Donc on arrive à détecter cette version-là du logo. Et le logo, vous l'avez peut-être vu, il était dans le document Word. C'est tout bête, on l'a collé dans le document Word et il a réussi à faire la correspondance. Et derrière, on a un export global avec la vérification de tous les points qui ont été faits. Ça marche pour du packaging, mais ça marche aussi pour tout type de document que vous arrivez à mettre dans le système. Donc à peu près avec quasiment tous les types de documents. Avec la 3D, ça ne marche pas encore parce qu'il faut le tourner dans tous les sens. Mais vous mettez une vidéo, vous mettez un texte, vous mettez un packaging, vous mettez un livre, une brochure, ça va marcher aussi. C'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose qui était plutôt manuel, lent et faillible, pas scalable, ça prend un certain temps, à une validation complètement automatique, où l'humain, il intervient presque que sur les cas limites. Alors il y a un petit détail aussi, là, c'est que là, on va conseiller d'utiliser une IA locale. Enfin, pour les clients que nous on sert, souvent, c'est très confidentiel, et ce genre de produit, ce genre de cas, se passe dans des environnements très concurrentiels, donc il ne faut absolument pas que ça sorte sur Internet, et on ne veut, par exemple, pas les mettre sur des IA publiques. Donc on va avoir une IA locale, on peut avoir un serveur d'IA local, et on est compatible avec ça, on peut se connecter aux IA locales. Mais souvent, c'est un mix d'IA, tout ce qu'on utilise. Troisième cas concret d'utilisation de l'IA. Je vais parler de vibe coding. Qui est-ce qui sait ce que c'est que le vibe coding? 3 personnes. Bon, je vais expliquer un peu alors. Le vibe coding, vous en avez certainement entendu parler, c'est coder automatiquement. Donc, c'est-à-dire qu'on décrit son besoin à une IA, et elle mouline, ça s'appelle Claude Code, ou Claude Cowork, si vous utilisez Claude, ou Codex, vous avez peut-être entendu parler de ça. Vous parlez à votre IA, et elle crée un programme directement en live. C'est quelque chose d'absolument fantastique, et tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'être développeur pour le faire, c'est fantastique. Ça se fait avec les outils payants. ChatGPT gratuit ne le fait pas. Vous ne pouvez pas vibe coder, vous pouvez créer du code, mais pas vibe coder. Vous lui parlez et le programme se lance. Et bien là, c'est possible aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va permettre de prototyper. Il y en a qui font des vraies applis avec. On parle, l'IA mouline, elle nous montre le programme, on le teste et on recommence. On lui dit vas-y, modifie ça, rajoute un bouton ici, rajoute une fonctionnalité, ainsi de suite. Et donc, en fait, on décrit, puis on génère, on teste et on ajuste. C'est une boucle. Et la nouvelle version de Dalim, qui s'appelle Fusion, elle est complètement adaptée pour ça parce qu'elle est capable de fonctionner 100% sans interface et pilotable par des IA. Donc c'est un peu un hasard parce que on avait préparé ça avant que les IA existent et aujourd'hui ça marche très bien. Et donc on va pouvoir vibe coder des outils qui sont dont je vais vous faire une démonstration là, qui a été entièrement vibe codé comme ça. Donc avec les outils d'Alim et Claude Code. Donc là, ça va vous faire un configurateur de t-shirt pour faire du web to print. Alors l'idée, c'est que, là, on en a fait 3. Il y en a un avec des t-shirts. On met son document dans le système. Donc là, c'est pas du tout l'interface de Dalim.
Par contre, ici, dans la vérification du document qu'on a mis, là, il y a des techniques d'Alim qui existent depuis 40 ans qui vont vérifier le document et voir si ça correspond à ce qu'on veut. Donc on voit qu'il a trouvé quelques petites erreurs. Après, il va générer les documents qui vont être utiles pour mapper sur notre t-shirt. Ça nous affiche la texture du t-shirt qu'on va mapper sur de la 3D tout à l'heure. On va pouvoir mettre notre logo dessus où on veut. Ça, c'est une interface qui a été complètement générée par les IA. Donc on place nos différents éléments. C'est typiquement ça que vous pouvez faire en vibe coding. Voilà, on met des logos. Donc ça va faire un t-shirt à la fin. C'est un patron de t-shirt. Et à la fin, on va transformer ça en vue 3D et on l'affiche dans la visionneuse de Dalim qui va permettre de tourner en 3D ce qu'on a fait. Et tout ça, ça a été codé en quelques heures, en vibe coding, sans vraies compétences de développement. Donc c'est juste fantastique. Et bon, après, dans la visionneuse, là, on peut changer la couleur, il y a plein d'options. Je vous passe le détail. Mais c'est typiquement quelque chose qu'un imprimeur ou que vous pourriez avoir besoin pour personnaliser vos outils et justement faire de la personnalisation, comme parlait Isabelle tout à l'heure. L'idée de personnaliser le produit, c'est de plus en plus intéressant. Donc nous, on fournit le moteur pour faire ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on produit ? On produit des skills, c'est-à-dire que tout ça, vous allez pouvoir le mettre dans votre IA et demain, quelqu'un de votre équipe saura le réutiliser et pourra le refaire. Une skill, c'est quoi ? C'est une compétence réutilisable que votre IA va stocker et ensuite tout le monde dans votre équipe pourra le demander et ça devient un collègue en fait, un outil qui est prêt à être utilisé et qu'on peut partager avec son équipe. Donc du coup, tout le monde peut créer un configurateur comme ça puisque du coup, on l'a fait une fois, donc ça devient une skill. En globalité, ce n'est pas l'IA qui a créé de la valeur, c'est le fait que ce soit intégré dans les outils de l'entreprise et que quelqu'un qui n'a jamais fait de vibe coding, qui n'a jamais fait de tagging, va être capable de faire fonctionner l'IA correctement sur tout ce qui arrive. C'est l'intégration qui change tout. Et l'autre point très important et c'est là aussi où on intervient, c'est le human in the loop. Human in the loop, c'est un terme qui vient de plus en plus. Et on le voit aujourd'hui dans le salon, tout le monde en parle, c'est qu'il faut de l'humain. Bien sûr qu'il faut de l'humain. Il n'y a pas que de l'IA, et donc il faut de l'humain. C'est le fait de valider par des humains le résultat produit, et bien sûr dans un workflow. Si vous le faites tout à la main, c'est vous qui le validez. Si vous intégrez ça dans quelque chose de beaucoup plus global, eh bien là, l'IA peut agir et vous pouvez derrière contrôler. Ce qu'il faut retenir au final, c'est que je vous ai présenté notre produit. Fusion, c'est un système de workflow orienté marketing qui est interconnecté à plein de choses via des connecteurs, des API, qui est connectable à toutes les IA. On en a 6 en standard connectables, 6 connecteurs, et vous pouvez rajouter vos propres IA locales, par exemple. Vous pouvez ajouter vous-même vos propres services dedans. Et le Human in the Loop, c'est la fonction première de Dalim, c'est la validation des documents. Au final, Fusion, c'est branché sur votre charte. C'est un DAM, donc ça garde tous vos assets. Et c'est un outil central dans toute votre communication. C'est aussi multi-client. S'il y a des agences dans la salle, on peut gérer plusieurs clients avec des marques complètement différentes dans le même système. C'est brand safe, c'est-à-dire que c'est capable d'appliquer des règles spécifiques à chaque client, spécifiques à chaque projet. On va pouvoir valider. On peut tout tracer, chaque action est enregistrée. On sait si c'est le client qui a accepté ce document, si c'est un graphiste qui a produit tel document, ainsi de suite. Et c'est intégré de bout en bout. Au final, c'est un hub de production, c'est un chef d'orchestre, mais où l'humain reste essentiel pour lisser et contrôler. Et en conclusion, moi je voudrais vous inviter sur notre stand. Je peux vous faire une démo avec vos documents. Vous venez avec votre document que vous avez produit la semaine dernière pour vos clients. Vous venez avec le brief du client qui vous a donné 3 semaines avant. Et on met le brief et vous allez voir qu'on a une méthode pour transformer le brief automatiquement dans ce brief Word cadré avec des tags dedans. Et derrière, à mettre votre document dedans. Vous pouvez nous challenger et regarder s'il a tout contrôlé correctement et si vous avez bien bossé aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'était peut-être un peu rapide. Moi, j'ai une question. Qui utilise l'IA aujourd'hui dans la chaîne de production de contenu ou à un moment donné dans sa chaîne ? Tout le monde, non ? D'accord.
Et vous utilisez quel type d'IA? Des IA propriétaires? Qui utilisent une IA propriétaire? Des IA publiques aujourd'hui. Donc c'est pas l'utilisation, je dirais, par rapport à un cadre dans l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est plutôt des initiatives personnelles. Donc là, en fin de compte, ce que l'on va faire, c'est qu'on va décupler justement. C'est bien de faire ces initiatives personnelles parce que ça permet de s'exercer, de voir les possibilités, les frontières. Mais lorsqu'on adopte une IA, que ce soit une IA publique, mais vraiment cadrée par l'entreprise, ou que ce soit une IA qui est installée chez soi, on va pouvoir l'éduquer et on va pouvoir l'embarquer dans les systèmes et surtout la mettre à disposition de toute une équipe, de toute une société. Et c'est là où, en fin de compte, on va pouvoir en tirer le meilleur parti parce qu'elle va être cadrée, elle va répondre à un besoin, on va la nourrir au fur et à mesure et elle va s'affiner. Les résultats que l'on va en tirer vont s'affiner. Et pour d'autres usages à venir, cette IA sera déjà enrichie pour pouvoir être la première base en fin de compte. Donc c'est quelque chose d'important. Et avec cette solution, en fin de compte, ça va vous permettre de lier différents types d'IA et puis surtout d'en donner accès très rapidement aux équipes d'une manière, je dirais, assez démocratique, sans pour autant se prendre la tête. Moi, l'IA, j'y comprends rien. Moi, l'IA, c'est pas pour moi. En fin de compte, on va l'utiliser comme Monsieur Jourdain, il faisait de la prose sans savoir qu'il faisait de la prose. Donc c'est là, en fait, les objectifs de ce type d'outils, c'est de bénéficier de tout un apprentissage que vous avez, de les lier dans une chaîne de production de contenu, qu'on n'ait pas une discontinuité. C'est comme si on a une chaîne de production, à un moment donné, on a une interruption, et puis on a des personnes ou des robots qui vont transporter les caisses pour mettre sur une autre chaîne. C'est là où on a un risque. On a un risque de perte, on a un risque de temps, on a un risque de non-qualité. Là, en fin de compte, on va pouvoir lier le tout et s'assurer qu'on reste sur la même lignée et optimiser les cycles de développement et pouvoir les faire croître. Toujours pas de questions? Si. Vous dites que vous pouvez interfacer autant d'IA que l'on veut. Comment est-ce que votre système peut fonctionner dans une structure qui bloque les IA pour des raisons de droit, d'utilisation, de sécurité des données ou de souveraineté numérique? Oui. Est-ce que dans ce cas-là, DALI sert un peu de pare-feu entre les IA et les données de la société? Alors, oui, donc tout le monde a entendu la question. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans les endroits où les IA ne sont pas autorisées? Alors en fait, on a plusieurs clients dans ce cas-là, notamment des grandes boîtes européennes, refusent que leurs données aillent aux États-Unis. Et là, avec ce qui se passe en ce moment, c'est clair que tout le monde est dans ce cas-là. Et donc, c'est bien ça dont on parlait. Et en fait, tu ne vas pas t'interdire d'utiliser les IA, tu vas t'interdire d'utiliser les IA aux États-Unis, déjà. Ensuite, tu vas peut-être t'interdire d'utiliser les IA en ligne. Donc, elles doivent être locales. Donc, dans ces cas-là, on achète un espèce de gros ordinateur spécifique dans les IA qui coûte 30 000 € au minimum. Mais l'intérêt, c'est qu'après, on va pouvoir placer les IA dedans et ça ne sort plus. Et donc, la plupart de nos clients dans le packaging ne veulent absolument pas que ça sorte. Du coup, ils sont dans ce cas-là. Et donc, dans ces cas-là, on va mettre une IA, je parlais de Qwen, qui est une IA chinoise, okay, mais seulement elle est open source et elle ne sort pas sur Internet. Elle fonctionne toute seule, on peut débrancher Internet, ça marche tout seul. Mistral propose un peu l'équivalent. C'est un peu moins performant, mais c'est français en plus. Donc on peut le faire. Et de plus en plus, comme ça, il y a des projets open source qui arrivent 5-6 mois après les grandes IA et qui sont quasiment équivalentes. Là, il y a un nouveau modèle qui s'appelle GLM, là, qui vient de sortir, qui, paraît-il, est aussi bon que Claude. Je n'ai pas testé, mais voilà. Et donc, ce genre de choses, une fois qu'on a cet ordinateur-là, on peut le faire tourner dessus. À plus petit niveau, on peut le mettre dans un Mac Mini M4, là, les derniers qu'on vend. Ils sont pas mal du tout pour faire tourner ce genre d'IA. Ils sont moins puissants qu'une machine dédiée à 30 000 €, mais ça vaut plus que 2 000 €. Et c'est tout à fait possible. Ce que j'ai montré, l'exemple du tagging, par exemple, ça marche sans souci. Après, l'intelligence autour de l'image, c'est quand même limite, quoi. Donc, l'histoire de l'analyse de packaging, là, ça se fait avec GPT-5.5 parce qu'il est trop bien pour... GPT-5 tout court, mais il est trop bien pour détecter les images et comprendre vraiment la structure du document. Donc, c'est comme ça vraiment à ça qu'on répond. Quand on dit IA locale, c'est à ça qu'on répond. Oui. D'autres questions ? Ça doit vous donner envie, non ? Normalement, quelque chose qui vérifie tout seul, c'est juste incroyable. Voilà. Bon, mais je vous remercie.
et bon salon.